sur cette offre. That's clear. Mhm. Ok, c'est parti. Donc, eh ben, bonsoir à tous et à toutes. Nous nous retrouvons donc pour les visioconférences de l'AFCOP. Peut-être juste, comme habituellement, présenter l'AFCOP en quelques mots. L'AFCOP, c'est l'Association francophone d'éco-psychologie. Et l'idée de l'AFCOP, c'est de pouvoir appréhender de façon transdisciplinaire les relations et les interrelations entre humains et non humains afin de restaurer nos liens d'interdépendance entre nous-mêmes, les autres, le vivant, et aussi le plus grand que soi, au service d'une transformation sociale. Voilà, il y a aussi cette idée-là dans l'AFCOP. Elle a été créée, cette association, en 2022, et puis elle se donne pour objectif aussi de réunir voilà, des praticiens et de faire rayonner cette approche dans le monde francophone. Euh, que dire d'autre? Que cette association adopte un fonctionnement en sociocratie et que bah, de ce fait, je me suis vue confier avec un groupe l'organisation de conférences telles qu'elles avaient été initiées déjà en 2024. Et dans les choix que moi j'ai faits pour les quelques intervenants choisis pour cette année, enfin pour la fin d'année 2024 et cette année 2025, j'ai trouvé intéressant d'inviter des personnes qui n'étaient pas forcément reliées complètement directement à l'éco-psychologie, mais dont les visions, les pratiques, les outils pouvaient nourrir l'AFCOP et réciproquement. Voilà. Donc, je suis contente d'accueillir, et l'AFCOP est heureuse d'accueillir l'INCA, voilà, par l'intermédiaire d'Alina et d'Antoine, cofondateurs, cofondatrices. Je vais leur laisser la parole. Ils vont présenter un petit peu leur démarche, leur entreprise, leur start-up. Mhm. Voilà. Et puis ensuite, nous présenter une partie de leurs travaux. Voilà, c'est à vous. Super. Merci Vanessa pour l'invitation et heureux d'être là ce soir. Bon, on n'est pas très nombreux, mais espérons que la vidéo ça servira parce que notre objectif avec Alina, c'est de partager un peu effectivement du savoir qu'on a accumulé sur les éco-émotions. Euh, Nous qui ne sommes pas des scientifiques ni des psychologues. Et donc d'apporter cet œil un petit peu différent, et parce qu'on s'est vraiment passionné pour le sujet des éco-émotions pour notre startup Linka. Donc voilà, heureux d'être là. Merci Vanessa. Euh, Est-ce que tu veux qu'on se présente rapidement? Vas-y, Alina, fonce. Alina Zubareva, cofondatrice de Linka. Je suis passionnée par l'écologie depuis 2019 et mon métier, c'est le marketing et la communication. Et aujourd'hui, ce que je fais chez Linka, c'est justement utiliser les compétences que j'ai pour mettre les personnes éco-conscientes, ou éco-anxieuses, en action et leur faire du bien. Donc voilà quelques mots. Top. Merci. Moi, je suis Antoine Curat. Dans mon ancienne vie, je travaillais en Suisse dans l'informatique comme responsable d'une région. J'avais des vendeurs et des consultants dans mon équipe et on vendait du GAFAM, de la digitalisation, toutes cette sortes de choses. Et un peu comme Alina, c'est quelque chose qui nous a liés, en fait, c'est qu'on a pris une claque d'éco-anxiété. Et ça a infusé. Et puis au bout d'un moment, on a fini par quitter nos métiers et nos entreprises respectives. On a bifurqué. Et ça a été aussi pour nous quelque chose qui nous a mis un peu la puce à l'oreille, en fait, de voir qu'on était, au lieu d'être en pleine dissonance cognitive, d'être avec des émotions difficiles, de voir qu'on se sentait mieux parce qu'on était dans l'action. Et peut-être autre chose aussi qui nous a fait nous pencher sur ce sujet des éco-émotions, c'est qu'on a pas mal de gens autour de nous qui nous ont dit que c'était courageux de notre part de bifurquer, de quitter des métiers à responsabilité. Euh, et avec Alina, nous, on disait, bah non, c'est pas courageux, c'est juste que notre corps nous a envoyé des signaux et il fallait les écouter, en fait. Donc c'était aussi une des choses qu'on a voulu
passé, en fait, une des missions qu'on s'est données. À Linka, à Lina, pardon, je suis fatigué, vous représentera peut-être Linka, juste le jeu, l'offre entreprise à la toute fin, je dirais. Mais sachez que côté Linka, on a vraiment deux missions qui sont d'une même importance, à savoir accompagner les gens dans le changement d'habitude écologique, pas simplement de la mise en action, mais carrément d'ancrer des habitudes écologiques chez les gens pour baisser leur CO2 de manière durable. Voilà. Donc, changement d'habitude vers des habitudes écologiques. Et en même temps, accompagner les personnes éco-conscientes. Voilà. Pour ne pas dire éco-anxieuse encore une fois, et quand on parle d'éco-émotion, on aime bien parler de personnes éco-conscientes. Et les deux, on s'est très rapidement rendu compte que les deux étaient les mêmes, étaient les pièces d'un même puzzle en fait. C'est là où je vais commencer peut-être à partager un slide. Alors, écran 2 peut-être, on va y voir. Vous allez me C'est en dire si cours. vous le Mm. voyez. Peut-être juste parce que j'imagine que ceux qui nous écoutent, je sais pas, est-ce qu'ils, peut-être c'est dans le slide, hein, mais pour préciser ce que c'est que les éco-émotions, en fait. Hein. Ouais. Ok, alors, est-ce que vous voyez mes... Oui, on voit. Très bien. Bon, alors commençons par ça. Euh, les éco-émotions pour nous, donc on s'est rapidement rendu compte que l'éco-anxiété, même l'anxiété, n'était qu'une émotion parmi d'autres. D'accord? Donc l'éco-anxiété n'est qu'une des éco-émotions. Et en interviewant peut-être, je sais pas, on a dû avoir une centaine de personnes au total sur les 3 ans, et en lisant beaucoup et en parlant avec d'autres psychologues ou éco-psychologues, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui ressentaient de la colère, de la frustration, de l'impuissance, aussi de l'espoir. Donc il y avait autant d'émotions difficiles que d'émotions, non, pas autant, mais il y avait des émotions difficiles et également des émotions faciles. Et vu que le terme d'éco-anxiété, en fait, est soit réducteur, soit au pire mal interprété parce qu'on a l'impression que c'est une pathologie de base, on s'est dit que le vocabulaire était mauvais, en fait, et on s'est donné pour mission, entre guillemets, indirecte, avec l'INCA, de aussi changer un peu le vocabulaire, parler plutôt d'éco-émotion et de personnes éco-conscientes, tout comme il y en a d'autres qui pourraient dire écolucides, en fait. Hein. Mhm. Donc, ouais, c'est pour ça qu'on Donc, n'aime pas parler ni des éco-anxieux ni de l'éco-anxiété. ouais. Donc, on est d'accord que des éco-émotions, c'est les émotions euh, ressenties, en particulier par rapport à une préoccupation sur l'état du monde comme il va, quoi. Exactement. Ouais, Ce sont si on toutes les peut. émotions liées à la crise écologique. Ok. Voilà. Mm. Et donc, ce que je disais ici, colère, anxiété, tristesse, impuissance, injustice, espoir, voilà, il y en a beaucoup. Il y a jusqu'à 175, alors on s'est trompé, c'est pas émotion, ce sont sentiments, c'est une plus vieille conférence. Mais je crois que dans l'ensemble, il doit y avoir, oui, une trentaine d'éco-émotions qui sont très, très souvent recensées. Et donc voilà, les éco-émotions sont les émotions appliquées à la crise écologique. Ok. Et Et, pardon, pardon, oui. excuse-moi. Donc, crise écologique et du coup aussi, est-ce que ça peut aller jusqu'à crise sociale ou sociétale? Est-ce que ça peut être aussi autour je sais pas moi, des guerres, des conflits, des choses comme ça? Ou vous, quand vous parlez d'éco-émotion, c'est vraiment uniquement Alors, écologique, juste pour pour nous, ça va être déterminer, enfin que de voilà, il y en non, a mais qui que de paramètrent l'écologie. différemment les choses, quoi. Ouais. Ouais, ouais, non, que par rapport à la crise écologique. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que, bon, petit 1, les gens sont de plus en plus déconnectés de leurs émotions. Donc, déjà, ils n'arrivent pas forcément à les reconnaître, à les légitimer. Petit 2, du coup, ça ne les aide pas non plus à distinguer quelle émotion à quelle source, en fait. Donc, est-ce que c'est la crise écologique ou est-ce que c'est la crise politique? Est-ce que c'est la crise économique? Il y a deux tonnes qui parlaient l'autre jour, début janvier, de polycrise en fait. Donc nous, on fait cette distinction en disant, on parle du contexte écologique, mais en fait, ça nous arrive de parler à des gens qui mélangent un peu tout en fait et qui disent, franchement, le monde va mal. Ouais. D'accord? Les choses sont liées un petit peu. Hein. Les Enfin, choses. Et troisième point, tout à fait d'accord avec toi, c'est que pour nous, les choses sont liées. Après avoir travaillé beaucoup avec des jeunes activistes du climat il y a 2 ans, il n'y a pas il y a pas d'écologie sans justice sociale. Et du coup, c'est clair que voilà, tout est lié. ça marche. Ok, merci pour la petite intro. Allons-y, Ben non, ouais. mais très bien, merci. Et pour rappeler peut-être rapidement des stats qui continuent d'être les mêmes hein, en 2023-2024, mais il y a entre 8 et 9 Français sur 10 quand même qui se disent inquiets face au dérèglement climatique.
C'est la même chose chez les employés. Ouais, il y a même une stat qui est à 92%. Il me semble que c'était The Lancet qui avait fait une étude en 2022 aussi dans les jeunes du monde entier qui ressentaient à 78% de l'anxiété vis-à-vis du dérèglement climatique. Donc ça touche pas que la France, ça touche pas que les jeunes, ça touche quand même une énorme, enfin, l'immense majorité de la population. Il y a Pierre-Éric Sutter qui disait, qui avait sorti un chiffre en 2023, comme quoi 2,5 millions de Français étaient quand même en état de consulter des psychologues ou à cause de leur éco-anxiété. Donc là, ça introduit la notion aussi. Je vais passer vite là-dessus parce que c'est votre métier, vous connaissez très bien, mais du niveau d'intensité, en fait, du niveau d'intensité d'éco-anxiété ou d'éco-émotion. Il y en a qui viennent vous voir, je pense, pour de l'éco-colère ou de l'éco-frustration ou de la tristesse ou autre. Mais voilà, donc là, c'est quand même un socle très fort de gens qui sont à un niveau beaucoup plus élevé, à qui on ne peut pas dire l'action vous fera du bien, par exemple. Là, ils ont besoin de se confier, d'être écoutés et de trouver des clés. Et puis, une statistique qu'on avait lue par une de nos assos, une des assos avec qui on a bien bossé, c'est qu'il y a moins 20% d'éco-anxiété chez des personnes qui sont éco-engagées. Euh, alors, c'est une stat, il n'y en a pas énormément malheureusement. Et pourquoi je dis malheureusement, c'est que je pense que ça va arriver à terme. Parce que nous, qu'est-ce qu'on voit? Et c'est ça, en fait, que je voulais vous présenter avant qu'Alina vous parle un peu des personas qu'on a créés. C'est que nous, on voit les éco-émotions sous le prisme de l'action parce que quelqu'un qui ressent des éco-émotions particulièrement, donc des éco-émotions difficiles, d'accord? La clé, on le sait, vous le savez aussi, vous à la FECOP, c'est l'action. Et il y a plein de manières d'agir différentes. Pardon. Alina vous les présentera, enfin vous les remontrera parce que je pense que vous connaissez, mais c'est bien d'avoir une vue la plus longue possible. Mais enfin, concrètement, une personne qui ressent des émotions, éco-émotions difficiles, a pour solution d'agir. Et ce qui est génial, c'est que dans l'autre sens, euh, quelqu'un qui va agir donc se sentira mieux, mais dans l'autre sens, ces éco-émotions, une fois qu'elles sont analysées, elle donne une énergie folle pour passer à l'action. Donc c'est vraiment, c'est plus qu'un même puzzle, c'est un cercle vertueux. Et ce qu'on dit, nous, toujours, alors on parle de plus en plus avec des ressources humaines ou des responsables RSE maintenant qu'on vend aux entreprises, euh, on dit soit donc vous entrez dans cette boucle positive et vos employés ou les membres de votre organisation se sentent mieux et utilisent cette énergie pour agir, donc baisser le CO2, et voilà, c'est bénéfique pour la planète, pour l'entreprise, pour ce que vous voulez. Soit vous n'aidez pas les membres de votre organisation à se reconnecter à leurs éco-émotions et à légitimer leurs éco-émotions. Et là, on se retrouve en bas du slide. Vous vous retrouvez pour le coup avec des vrais symptômes pathologiques que vous connaissez bien, encore une fois, à la FECOP. Insomnie, paralysie, pensée obsessionnelle, enfin, rumination, attaque de panique, troubles alimentaires. Voilà. Enfin, là, on arrive sur des vrais troubles pathologiques. Une fois que l'intensité des éco-émotions, particulièrement difficiles, surtout difficiles, devient trop élevée. Donc voilà, on peut partir dans un cercle vertueux, mais méga vertueux pour tout le monde et pour la planète, soit dans un cercle vicieux. Et nous, on prône même de plus en plus, on en est intimement persuadé, une fois qu'on passe dans le cercle vertueux, bah, vu que personnes éco-conscientes qui vivent des éco-émotions ont une énergie folle, soit ils vont agir au niveau individuel, soit ils vont embarquer les autres. Et une fois qu'ils auront agi au max du niveau individuel, d'accord, changer leur comportement pour ne pas le citer, ils auront un besoin d'embarquer derrière. Donc nous, on dit texto, pour nous, les personnes éco-conscientes sont une clé de la transition écologique, voire la clé. Voilà. Je regarde juste le temps aussi. Oui, je vais devoir vous laisser. Alina, est-ce que tu voudrais enchaîner sur sur les différents modes d'action, en fait, les différents types d'actions aussi, ou comment tu veux faire? Oui, en fait, je vais enchaîner, mais peut-être après la présentation des personas, parce que ça me semble intéressant justement de voir quel type d'action est pertinent pour quel type de persona éco-anxieux. Je le Oui, tu as ferai raison. dans ce sens-là. Tu as Voilà. entièrement Donc, raison. j'ai aussi cette slide, donc il y a pas de problème. Super. Est-ce Voilà. que, avant que j'y aille, est-ce que Vanessa ou Archie, vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Par rapport à ce lien entre action et éco-émotion?
Pour moi, c'est OK. Est-ce que, Archie, cette partie-là est claire? Pas de questions, je vois, dans le chat. Donc, on peut aller un petit peu plus avant. Super. Euh, Alors du coup, ouais. voilà, je passe la main à Lina. Je Oui, m'excuse par avance, du coup, je dois vous laisser, petite urgence. Et oui, ben voilà, vous êtes entre de bonnes mains. oui, Nous on n'en sommes doute deux pas. métiers qui connaissons tous les deux très bien le sujet. Merci beaucoup, Vanessa. Et du coup, voilà, à très À bientôt. bientôt. Ouais, merci. Merci, Antoine. Au revoir. Ciao. Est-ce que vous voyez mon écran? Euh, Est-ce que vous Oui, voyez mon écran? oui, Alina, ouais, ouais, on le Ah, voit. ok, Excusez le super, signe du pouce, mais ouais, c'est bon. super. Euh, donc, Antoine vous a donné le contexte. En fait, nous, quand on a commencé à étudier notre cible, donc les personnes pour lesquelles on a créé notre produit, on a fait plusieurs dizaines d'entretiens, ce qui nous a permis d'identifier justement ces quatre personas éco-anxieux. Euh, par persona, on comprend quelqu'un, un groupe de personnes qui a les mêmes craintes, les mêmes motivations et les mêmes besoins. Je vais vous les présenter. Donc, la première persona, c'est une persona qu'on appelle débutante. Donc, c'est une personne qui vient de découvrir la crise écologique, qui vient de se prendre une grosse claque. Typiquement, c'est une personne qui a écouté une conférence de Jean Covici. C'était mon cas, par exemple, il y a 6 ans. Ou c'est une personne qui a fait la fresque du climat dans son école ou dans son entreprise et qui réalise que la crise écologique est là. Euh, et juste après cette prise de conscience, en général, la personne est perdue. Donc, il peut ressentir de l'anxiété, de la peur, de la tristesse. Et en fait, son besoin, c'est d'être guidé dans son action. Donc, comprendre déjà ce qu'il peut faire à son niveau euh, pour, euh, pour réduire les effets négatifs de la crise écologique. Euh, donc, cette personne-là, elle est à un niveau d'éco-anxiété très élevé, un niveau d'engagement qui est pour le moment bas, ce qui est logique. Il vient d'apprendre que la crise écologique existe. Euh, et en fait, voilà, elle a besoin d'informations très concrètes pour être guidée dans son action, puisqu'elle a envie d'agir. Donc, les émotions sont là et l'envie d'agir est là aussi. Vous pouvez m'interrompre hein, si vous avez des questions. On peut profiter voilà, du fait d'être pas très nombreux. Voilà, donc la deuxième persona, on l'appelle la persona isolée. Donc c'est une personne voilà, qui a aussi compris qu'il avait la crise écologique et qui s'est déjà mise en action. Euh, Par contre, ce qui manque à cette personne, c'est le sentiment d'appartenance à un groupe, parce que cette personne est co-anxieuse isolée, elle agit, mais elle se sent seule. Donc souvent, elle va faire des actions au quotidien, donc typiquement réduire sa consommation de viande ou voilà, ou faire du vélo. Euh, mais voilà, elle se sent seule. Et ce qui peut aussi manquer à cette personne isolée, c'est les ordres de grandeur. Donc, elle peut avoir l'impression de beaucoup faire déjà, c'est-à-dire, oui, j'ai réduit la viande, je fais du vélo dans ma ville. Par contre, cette personne-là peut se dire, bah, je pars en vacances 3 fois par an dans des pays lointains. Voilà, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment compris qu'il y a des actions plus ou moins impactantes. On va en reparler. Je vais justement montrer, voilà, quelques actions qui sont plus ou moins impactantes, juste à titre d'exemple. Mais voilà, ce qui est important sur cette persona-là, elle est seule, elle est isolée. Et en fait, son besoin, ça serait d'agir davantage au sein d'un collectif
et peut-être aussi d'affiner son action grâce aux ordres de grandeur qui lui manquent. Euh, Troisième persona, on l'appelle la persona frustrée ou la persona en colère. Donc, c'est une personne qui connaît et qui agit depuis longtemps. Donc, par rapport, donc son niveau d'éco-anxiété va être très élevé. Contrairement, par exemple, à la persona 2 où le niveau d'éco-anxiété est pas, on va dire, moyen, va être moyen, parce qu'elle a l'impression d'agir déjà. Donc là, la personne agit depuis longtemps, mais son niveau d'éco-anxiété reste élevé, euh, puisque en fait, cette personne, on va l'appeler Alice, voilà, Alice, elle se sent frustrée puisque les autres ne bougent pas. Donc elle a l'impression de s'investir beaucoup, de donner beaucoup à la cause. En revanche, il regarde les entreprises, le gouvernement, les États de manière plus générale, qui, selon elle, ne font pas grand-chose. Donc, en fait, cette personne, son besoin, donc elle craint que cette inaction, ce qu'elle perçoit en tout cas comme inaction, euh, peut amener à des catastrophes. Et en fait, elle a besoin d'avoir de l'impact à une plus grande échelle. Donc typiquement, voilà, et cette personne-là, elle aura envie d'embarquer des personnes, de sensibiliser. Donc c'est quelqu'un qui pourrait devenir fresqueur, fresqueuse, quelqu'un qui pourrait rejoindre un mouvement militant. Donc voilà, il y a le besoin de passer au-delà les actions du quotidien et d'aller vers les actions collectives qui ont plus d'impact et d'embarquer aussi les autres. Et la dernière persona qu'on a identifiée dans nos échanges avec les éco-anxieux, c'est une persona positive. Donc, c'est une personne qui a compris que la crise écologique est là, qui agit également depuis longtemps, euh, mais qui n'est pas frustrée. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que le sujet est complexe, euh, qu'il y a des actions qui sont prises notamment par les entreprises et par le gouvernement. Ces actions ne sont pas forcément suffisantes. Voilà, il y a des moments où il y a, voilà, donc il a compris que ça fonctionnait aussi par vague. Donc il y a des moments où il y a où il y a beaucoup d'actions, où la politique du gouvernement, par exemple, est très favorable à l'écologie, puis il y a d'autres moments où elle l'est moins. Euh, et cette personne-là, elle a aussi envie d'agir et d'avoir de l'impact à une plus grande échelle. Euh, Ça se trouve, elle le fait. Donc, typiquement, quand on échange avec les entreprises, on leur dit, ben, on a un questionnaire qui permet d'identifier le type de persona. Et on dit aux entreprises, bah, quand les salariés vont jouer à l'INCA, bah, cette personne-là, persona 4 positive, c'est quelqu'un qui pourrait être un excellent ambassadeur du jeu parce qu'il a envie, il croit que l'action a de l'impact, il a envie d'embarquer les autres, il est plutôt positif, son niveau d'éco-anxiété n'est pas très très élevé. Donc voilà, c'est quelqu'un qui peut être un excellent ambassadeur bah, du jeu Linka et puis de plein d'autres actions RSE aussi. Donc typiquement, c'est une personne alliée des départements RSE. Voilà. Donc ce sont les quatre personas éco-anxieux ouais, qui sont assez différents avec les niveaux d'éco-anxiété différents, vous l'avez compris, les besoins différents. Euh, et voilà, typiquement, quand on parle du contexte d'une entreprise, on peut se dire voilà, que l'entreprise a son intérêt d'identifier ces personas justement pour adapter ses actions en fonction de ces personas. Oui. Voilà. Et là, j'aurais peut-être juste besoin hein, de l'espèce de parenthèse pour présenter peut-être un peu Linka et son travail auprès des entreprises, parce que ça me semblerait
voilà, plus, non, plus Oui, oui, clair si on a avec ça, plaisir. et puis voilà, et puis qu'on a en tête ensuite votre proposition en quatre personas Ouais. éco-conscients. Euh, Si ça te convient, Vanessa, je vais peut-être juste un peu parler des actions. C'est ce Ok. que je voulais faire, de faire un lien entre les actions et les personas. Et puis, oui, je vais présenter avec plaisir Linka et ce qu'on fait. Donc, les stats, hein, toi, on en a déjà parlé. Je vais peut-être juste compléter. Donc, effectivement, l'éco-anxiété est là. Donc, il y a plein de stats qui le prouvent. Après, ce qui est là aussi, c'est l'envie d'agir. Donc, et les chiffres qui sont là sur l'écran, ils prouvent qu'effectivement, les Français sont plutôt éco-conscients. Oui, on peut rencontrer des gens, j'ai vu le dernier stade du baromètre de l'ADEME, qui disent, ah bah il y a encore un certain pourcentage de Français qui sont d'accord que le dérèglement climatique est là, mais qui ne font pas de lien entre les activités humaines et la crise climatique. Voilà, donc il peut y avoir encore des cas de figure comme ça, mais globalement, la majorité des Français ont compris que le problème est là et ils sont d'accord qu'il faut agir à tous les niveaux. Donc il faut agir dans son quotidien en changeant ses habitudes de consommation. Il faut agir dans son travail. Il faut agir aussi, donc il réalise aussi que les entreprises et les États doivent aussi faire leur part. Euh, et à propos des actions les plus adaptées, donc effectivement, quand on est en phase, j'ai découvert la crise écologique, par exemple, suite à une fresque. Euh, donc moi, ce qui serait le plus pertinent, c'est de commencer déjà par mes habitudes personnelles. Donc, c'est quelque chose qui fait du bien et en plus, selon l'étude de Carbone 4, ces actions-là peuvent représenter jusqu'à 40% de l'impact CO2 qu'on peut potentiellement éviter. C'est un chiffre que je trouve très fort, donc j'aime bien en parler. Puisque parfois on a l'impression que les actions qu'on fait, c'est une goutte dans l'océan. C'est pas forcément vrai, puisque si on est nombreux à faire ces actions, l'impact est très important. Voilà. Donc, et ensuite, je pense au fur et à mesure qu'on avance dans notre parcours d'éco-conscient, euh, qu'on change nos habitudes personnelles. euh, on peut effectivement réfléchir à des actions qui ont plus d'ampleur. Donc typiquement, on peut rejoindre une association. On peut aussi réfléchir à des actions au travail. Donc oui, ça peut être une réorientation professionnelle. Voilà, c'est l'action peut-être la plus radicale qu'on puisse faire. Mais il y a aussi des actions. Voilà, on peut organiser des ateliers, on peut être référent RSE. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire sans forcément changer de métier. Donc, il y a des étapes intermédiaires aussi. Euh, Puis voilà, on peut investir son argent différemment. Il y a des banques qui proposent, voilà, qui proposent des plans d'épargne qui permettent d'investir, par exemple, dans la restauration de la nature ou dans des projets à impact. Voilà. Donc tout ça, c'est pour dire qu'on a du pouvoir, les individus ont du pouvoir. On parle souvent du triangle de l'inaction. Donc nous, justement, on voit ce concept différemment. On dit que c'est plutôt la roue du changement. Enfin, c'est notre vision à nous, en tout cas. Donc chaque acteur sur ce schéma a du pouvoir, les individus, les entreprises, les pouvoirs publics. Et en fait, oui, l'individu a son rôle important à jouer parce qu'il a sa casquette de citoyen, il a sa casquette de consommateur. J'aime bien donner des exemples quand je parle de la roue du changement. Par exemple, l'année dernière, il y a un groupe de citoyens qui a gagné un procès contre l'État suisse
pour l'inaction climatique de l'État suisse. Donc voilà, c'était une association, le procès a duré quelques années, ils ont gagné, et maintenant l'État suisse est obligé de mettre, euh, de mettre en place des actions voilà, pour réduire comment dire, l'effet négatif des actions, des activités humaines sur le climat. L'exemple très connu, c'est l'application Yuka, qui est utilisée par des millions d'utilisateurs et qui oblige les entreprises d'être plus transparents enfin, sur la composition de leurs produits. Voilà, donc les exemples ne manquent pas et c'est important, je pense, de ne pas oublier qu'on a du pouvoir. Donc les habitudes. Donc oui, on a parlé, par exemple, la persona 2, donc celle qui agit, mais à qui manquent les ordres de grandeur. Donc je voulais juste peut-être faire un focus sur les ordres de grandeur. Donc dans l'empreinte carbone d'un Français moyen, ce qui pèse le plus, c'est la voiture, les déplacements en voiture. C'est l'alimentation carnée, le régime carné. Et c'est le logement dans les situations où on se chauffe avec, par exemple, du gaz ou du fuel. Donc voilà, c'est ça qui va avoir le plus d'impact. Bien sûr, si on prend l'avion, c'est un gros impact. Bien sûr, si on a une grosse maison, c'est pas le même impact que si on a un appartement d'une taille moyenne. Le numérique a de plus en plus d'impact. On m'a posé cette question l'autre jour sur le numérique. Euh, En fait, je pense que c'est important de savoir, oui, il y a des usages qui ont pas mal d'impact. Donc là, par exemple, on parle de l'impact de l'intelligence artificielle. Oui, l'IA générative, c'est quelque chose qui a de l'impact, effectivement. Mais il y a aussi le streaming qui a de l'impact. Euh, donc, après, sur les usages numériques, ce qui a le plus d'impact, c'est surtout les infrastructures et les équipements. Donc en fait, qu'est-ce qui est le pire, je dirais, la pire action pour la planète, bah, c'est de changer son smartphone ou son ordinateur très souvent. Donc en fait, ce qui est important, c'est de garder ces équipements le plus longtemps possible. Donc si possible, acheter reconditionner, si possible, faire réparer. Donc, parce que dans le numérique, c'est surtout ça qui va peser dans le bilan carbone. Voilà, donc je voulais juste faire un petit focus sur ces ordres de grandeur. Puisque nous, chez Linka, justement, un des objectifs du jeu, c'est de montrer qu'il y a plein d'actions et leur impact est différent. Et juste, Euh, j'ai pas vu ouais, par rapport au choix de la banque aussi. Enfin, moi, ouais, il me semblait, ouais, sur une fresque du climat que ouais. à laquelle j'avais participé, j'avais été surprise par justement l'impact Hmm, du choix de la banque, quoi, hein, par rapport à l'empreinte carbone individuelle. complètement. Ouais, Ouais. ouais, 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 Je ne saurais pas complètement. dire le taux et vraiment le truc, mais voilà. Mm. Ouais, ouais, le placement de son Et t'en as argent. parlé, hein, ouais. Ouais, c'est une des actions qu'on valorise le plus sur LinkedIn. Donc, effectivement. Effectivement. Euh, En fait, ce qui va être important dans le changement de comportement, quand on est encore à l'étape je change mes habitudes de consommation individuelle, euh, ça va être les incentives un peu égoïstes, si on peut dire ça. Euh, c'est pour ça que nous, en fait, on on a étudié aussi, on a étudié aussi les sciences comportementales. Donc, il y a les éco-émotions, c'est un pilier important de notre produit. Faire du bien aux personnes éco-anxieuses, éco-conscientes. Mais il y a aussi les arguments qu'on a cherchés pour convaincre les gens d'agir de manière égoïste. Voilà, pragmatique, je dirais. Pragmatique, Ben, c'est en fait, peut-être c'est un mot plus les juste. avantages et les gains qu'on peut retirer. Exactement. Ouais, ouais, exactement. Mm. Et en fait, bah, on a compris qu'il y a plein d'actions, pas toutes,
pas toutes, mais il y a plein d'actions qui sont à la fois écologiques et économiques. Donc typiquement, je pars en vacances en France, c'est une action qui permet d'économiser de l'argent parce que je vais pas prendre un billet d'avion très cher. Donc forcément, voilà, j'économise de l'argent. Les achats d'occasion, le fait de consommer moins, bien sûr, c'est quelque chose qui rapporte des économies. Et ces économies peuvent être assez conséquentes. Voilà, donc c'était un des messages. Et puis pareil, un autre argument, c'est l'argument de la santé. Euh, il y a aussi beaucoup d'actions qui permettent non seulement de faire du bien à la planète, mais aussi de faire du bien, enfin, d'améliorer sa santé en fait. Donc, c'est le fait de bouger plus, puisque si on prend le vélo pour aller au travail, bah forcément, c'est de l'activité physique en plus, en plein air. Donc, c'est bénéfique pour la santé. Donc, pareil, il y a plein d'actions positives sur la partie alimentation. Euh, voilà, donc très intéressant aussi du point de vue santé. Après, ce qui est important, ce qu'on a compris, faut surtout pas culpabiliser les gens. Donc la personne, elle est déjà pas bien, elle a plein d'émotions, surtout au début, quand on apprend que le sujet est assez grave. Donc, faut surtout pas culpabiliser. Et c'est important de dire à la personne, OK, tu habites à la campagne. Évidemment, c'est pas possible pour toi de lâcher la voiture parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de transport. Bah, regarde ce que tu peux faire, toi, dans les conditions, enfin, compte tenu des contraintes que tu as. Et c'est pour ça que dans l'INCA, on a 350 actions donc, parmi lesquelles chacun peut trouver, ce qui l'intéresse. Donc, et maintenant, je passe justement ce qu'on fait chez Linka. Euh, on a en fait, on a plusieurs produits. Euh, donc, en parlant de l'éco-anxiété, on a développé un diagnostic des personas éco-anxieux au sein des entreprises. Et c'est ça qui permet en fait à l'entreprise de se dire, enfin, de mieux connaître les besoins des salariés et de proposer à ces salariés des actions qui sont plus adaptées. Donc, nous, chez Linka, au niveau du jeu, voilà, qui est la brique d'après, après la diagnostic, on va se dire les contenus qu'on va fournir aux différents personas, ça sera pas le même contenu. Parce que quand la personne est au tout début, et elle a appris que la crise écologique existe, faut pas rajouter euh, des informations qui sont dures à digérer. Il faut plutôt parler des choses positives. Il faut beaucoup parler des solutions. Voilà, donc pareil, si la personne est déjà très avancée, s'il fait déjà plein d'actions individuelles, il faut lui parler plutôt des manières à s'engager au niveau collectif. Voilà, donc ce diagnostic-là permet justement de récupérer ces infos et d'adapter ces actions par rapport au profil des salariés. Euh, donc, on propose également une conférence. Voilà, dans cette conférence, on passe des messages positifs. Bah, déjà, on explique que l'éco-anxiété, c'est quelque chose de sain. Il faut l'utiliser pour agir en tant que moteur d'action. Euh, voilà, donc on parle aussi des manières d'agir, des ordres de grandeur, des raisons d'espérer, parce que parfois les gens ont l'impression d'être seuls et c'est important aussi euh, de montrer des stats qui montrent qu'il y a plein de gens qui sont dans la même situation, ils ont des émotions dures, mais ils ont aussi envie d'agir. Parce que au niveau des sciences comportementales, c'est un des freins. La personne a l'impression qu'elle est la seule ou qu'il y a très peu de gens qui veulent agir, mais c'est pas forcément vrai. Donc ces stats-là, justement, permettent d'encourager la personne à se mettre en action. Euh,
Voilà, donc diagnostic, conférence et le jeu. Donc le jeu, c'est une application mobile avec 350 actions, dont 130 sont liées à l'entreprise, au lieu du travail. Euh, donc la plupart de ces actions permettent d'éviter du CO2. Euh, donc, il y en a aussi qui permettent de réduire la consommation d'eau et de réduire ses déchets. Pour le CO2, on a calculé l'impact de chaque action, donc combien de CO2 ça permet d'éviter. Donc typiquement, la personne qui est déjà en action, mais qui connaît pas les ordres de grandeur, c'est quelque chose de très intéressant à lui montrer. Euh, voilà, et c'est un jeu parce que en faisant des actions pour la planète, on gagne des points. On agit en groupe, donc il y a le côté compétition, ça marche très bien. Donc là, par exemple, en janvier, on avait une école qui a joué 50 salariés, professeurs d'une école, voilà, qui étaient très contents de jouer. Et justement, un des points qu'ils ont soulevé, c'est que voilà, c'est que ça soit un challenge. Donc c'est quelque chose de motivant pour agir. Hum, donc voilà, le jeu, on le fournit avec la plateforme de données qui permet de connaître l'impact global de joueurs. Donc tous ensemble, ce mois-ci, combien de CO2 on a économisé. Donc ça, c'est les données qui sont en général intéressantes pour les entreprises, puisque les entreprises, dans le cadre de la CSRD, cette nouvelle directive européenne, ils vont communiquer les données justement sur les impacts CO2. Donc c'est quelque chose qui les intéresse. Et puis même pour la communication en interne, ça peut être intéressant de se dire, ah bah voilà, ce mois-ci, on a économisé autant de CO2, c'est aussi quelque chose de motivant. Euh, et puis voilà, on fournit notre accompagnement, on a des kits qui permettent justement de faciliter l'animation du jeu en entreprise. C'est un fruit de travail voilà, de 3 ans justement sur l'éco-anxiété et sur la mise en action. Voilà, donc ces supports-là, on les fournit aussi dans le cadre du jeu. Voilà. Et puis pour compléter, donc là j'ai parlé vraiment du contexte d'une entreprise puisqu'on a compris que donc au début, on faisait aussi donc l'application, il était à destination des individus. Après, on a compris qu'il est important que les individus euh, se retrouvent régulièrement pour pouvoir se motiver mutuellement et agir. Donc, on a compris que ce produit-là, il est plutôt destiné aux entreprises. Néanmoins, si la personne a envie d'agir à son niveau, bah, l'application, elle est gratuite, elle est disponible sur les stores et on propose un parcours personnalisé dans le sens où voilà, la personne, quand elle s'enregistre, elle va renseigner déjà quelques infos sur elle. Donc, est-ce que j'ai une voiture ou pas? Est-ce que j'habite à la campagne ou en ville? Quel est mon régime alimentaire? Et en fonction des informations que la personne renseigne au moment de l'onboarding, on va proposer des actions un peu différentes à chaque personne. Voilà. Et puis, il y a pas mal de ressources aussi. Donc, pour chaque action, il y a des ressources, c'est-à-dire des sites internet, des applications mobiles, des tutos, par exemple, s'il s'agit des outils do it yourself, voilà, qui permettent voilà, de se renseigner sur comment je fais l'action. Et puis, il y a une carte de magasin éco-responsable. On a un partenaire qui nous a fourni gentiment les données sur des milliers de magasins éco-responsables en France. Donc, on zoome sur sa ville et on regarde où est-ce qu'on peut acheter du vrac, où est-ce qu'on peut acheter du seconde main. Voilà, et c'est une info très pratique pour les personnes qui cherchent à consommer plus responsable. Et puis, cerise sur le gâteau, il y a 2 infos positives par semaine. Euh, donc moi, à l'époque, quand j'étais étudiante en école de journalisme,
nos professeurs disaient que une bonne nouvelle n'est pas une nouvelle. Donc, ce qui fait que la proportion des nouvelles négatives sur l'écologie, elle est très importante dans les médias. Mais c'est important de ne pas oublier qu'il y a aussi des choses positives qui se passent. Bon, on va voir comment ça se passe en 2025. C'est vrai que le contexte n'est pas facile. Cette année-là, on verra. Mais en tout cas, en 2024, on a eu plein d'infos positives. On n'avait pas de mal à les trouver. Euh, et voilà, c'est selon les retours de nos utilisateurs, en entreprise et individuel, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien de lire, voilà, que la proportion des énergies renouvelables augmente dans le monde, qu'il y a des procès qui sont gagnés par les associations, euh, que voilà, que la législation évolue aussi dans le bon sens pour la planète. Voilà, donc c'est ce genre de nouvelles qu'on pousse sur l'application et qui font du bien. Voilà. Ok, Alina. Est-ce que tu as pu faire le tour de ce que tu voulais nous présenter? Ouais, Ouais. c'est tout bon. C'est tout Ok, bon pour moi. Donc dis-moi si tu as des questions. ok. Bah, là, bah, juste, depuis combien de temps vous faites cette proposition et est-ce qu'il y a aux entreprises et est-ce qu'il y a un petit peu de recul pour dire que bah, qu'est-ce qu'elle a amené, quels sont voilà, les fruits récoltés, je sais pas. Ouais. Vos expériences. Comme j'ai dit au début, l'application, elle était pensée en tant qu'outil pour les individus, pour les citoyens. Euh, et après, on a compris que voilà, c'est mieux adapté pour le contexte d'une organisation où les gens sont régulièrement en contact, idéalement qui se regroupent dans un lieu assez régulièrement. Et c'est comme ça qu'on a décidé de proposer Linka aux entreprises. Donc, ça fait 6 mois que notre offre existe, que notre offre entreprise existe. On commence à avoir des premiers clients, des premiers retours qui sont positifs dans le sens où, en fait, ça correspond à plusieurs objectifs des entreprises. Donc, c'est-à-dire faire du bien aux salariés, créer de la dynamique autour du sujet de l'écologie et créer aussi de l'engagement. Voilà, donc ça correspond aux besoins des entreprises. Après, voilà, donc j'ai parlé d'un challenge qu'une école a fait au mois de janvier. Donc il y avait des professeurs de SVT qui ont joué, donc ils ont eu plein d'idées sur les nouveaux défis et c'est normal et on est preneur de ce type de retour. Donc on peut toujours enrichir notre contenu. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça c'est sur l'application. Et puis la plateforme de données, c'est vrai que les entreprises valorisent beaucoup cette possibilité de récupérer la data sur l'impact CO2, enfin, sur l'impact positif CO2 aux déchets. Et l'autre chose sur la plateforme, c'est qu'elle permet aussi de récupérer les besoins des salariés. Donc, les salariés peuvent cocher la case, bah, ce défi-là, j'ai pas pu le faire. Donc, par exemple, j'ai pas pu venir à vélo, puisque voilà, mon entreprise n'a pas créé de cadre qui permet peut-être voilà, de se renseigner ou de louer un vélo ou d'acheter un vélo. Voilà. Donc, il y a aussi ce côté communication, qui remonte vers l'entreprise, le département RSE RH, et qui permet de mieux connaître les besoins des salariés et de répondre à ces besoins. Euh, voilà, et ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir de mettre les gens en action. Donc, c'est vrai qu'on est très content Ouais, d'avoir ces premiers retours ouais. et ces Après, premières personnes mises en action. ouais. Après, c'est encore jeune, quoi, 6 mois, donc vous viendrez peut-être nous parler voilà, au bout d'un an, ce qu'il en est de
de Et vos puis les actions, sujets de de vos interventions. l'éco-anxiété, c'est vrai que c'est un peu plus délicat de notre expérience d'aborder ce sujet. Souvent, les responsables RSE sont au courant du problème, même dans leur vie professionnelle. Ils peuvent vivre ces émotions fortes parce que voilà, elles sont en première ligne. Après, c'est un sujet qui est important. Ce qu'on espère aussi, c'est de pouvoir progressivement porter ce message qu'il faut travailler avec l'éco-anxiété aussi. Il faut mieux comprendre ses salariés en faisant par exemple le diagnostic de l'INCA, voilà, qu'il faut vraiment agir en fonction qu'il faut déjà agir sur le problème et puis agir de manière affinée en fonction des vrais besoins des salariés. Voilà. Je pense que l'éco-anxiété, effectivement, c'est un sujet et tu le connais très bien qui est important à traiter. Hmm. Ok. Voilà. Hmm. Ok, Alina. Bah écoute, je te remercie. Moi, je vois pas d'autres questions là comme ça pour le moment. Ouais, donc se dire qu'avec l'INCA, c'est aussi euh, un pas vers les entreprises afin qu'elles puissent elles aussi quoi, hein, organiser en leur sein et faire de l'espace au sein du monde de l'entreprise ou des organisations, faire de l'espace à cette thématique de l'éco-conscience, de Ouais. l'éco-lucidité, de l'éco-anxiété et de proposer du coup des outils qui permettent d'aborder ça hein, avec les équipes et de pouvoir avancer ensemble sur cette question, quoi. Hein, c'est un petit peu avec Linka ça qui est en train de se jouer, quoi. Ouais, ouais, Donc, exactement. Ouais, ouais, exactement. C'est très, très bien intéressant pour résumé. C'est très, trouver très bien résumé. une porte d'entrée pour aborder ça dans le monde du travail, quoi. Mm. Ok. Exactement. Mm. Et puis ouais, on fait juste une dernière chose, peut-être. C'est vrai qu'on dit que l'Inca, c'est quelque chose qui s'enchaîne bien après les fresques du climat, ou autres fresques, et les ateliers comme d'automne, puisque ces ateliers-là permettent d'éveiller les consciences, d'éveiller les émotions d'ailleurs, qui sont parfois difficiles, hein, surtout après la fresque. Et après, il faut enchaîner avec les mises en action. Et c'est là où effectivement on se positionne. Donc, au moment où les personnes ont ressenti le besoin et l'envie d'agir et qu'ils ont besoin d'être guidés. Voilà. Ouais, complémentaire à tous ces ateliers ouais, de sensibilisation Exactement. et à toutes ces fresques qui se multiplient là. Exactement. Donc Ouais. complémentaire en étape 2 quoi. Effectivement, pas rester avec les informations qu'on a pu obtenir et tout ce qu'on a pu décrypter comme phénomène, par exemple autour de la fresque du climat ou du numérique. Voilà, mais faire aussi un pas de plus avec vos propositions, quoi. Ouais, Ouais, exactement. super. Ok. Exactement. Ok, merci Alina. Je vais juste arrêter l'enregistrement.